Désormais, certaines vidéos seront uniquement disponibles pour les abonnés en avant-première, avant d'être disponibles pour tout le monde. Vous les trouverez sur l'accueil. Par exemple, là, la vidéo sur David Beckham est disponible uniquement pour les abonnés. Vous allez sur l'accueil et elle sera là. Pour quelqu'un qui n'est pas abonné, à cet endroit, c'est une autre vidéo de la chaîne qui a déjà été publiée. C'est une manière de vous remercier de votre confiance en vous fournissant une exclusivité en tant que membre actif de ma chaîne, abonné qui met des likes, voire des commentaires. Salut à tous, c'est Pierre, j'espère que vous allez bien. La fin du mercato arrive à grands pas et même si j'ai pas pu faire une vidéo sur chaque dossier que je vais traiter dans cette vidéo, il est temps pour moi de clôturer cette série du mercato. Sachant que les recrutements ont déjà avancé, je vais pas partir sur ce que j'ai vu de l'an dernier, mais du recrutement qui a déjà été fait jusque-là. Et de ce qu'il faudrait pour ces équipes en analysant un peu leur effectif et les quelques matchs qu'ils ont pu faire en début d'année. Bien sûr, je vais pas faire toutes les équipes, parce que je les regarde, pas toutes, je regarde pas tous les matchs, mais seulement celles dont j'ai vu les matchs l'an dernier, et certainement que je regarderai aussi cette année. Donc on va parler d'Arsenal, du Real Madrid, de Liverpool, de City et du Barça. Je listerai quelques mots pour le PSG en fin de vidéo, puisque j'ai fait une vidéo pour eux déjà dédiée sur le sujet. Alors Arsenal. Arsenal a fait une très belle saison l'an dernier et finalement ils perdent dans le sprint final. Et si on pose la question à n'importe quel fan, ils vous diront que l'explication est multifactorielle. Et je pense que ce sont eux qui ont raison. Mais moi de mon côté, je pense qu'il leur a manqué un grand avant-centre pour mettre des buts de raccro parfois et te faire gagner des matchs dans la difficulté. Plusieurs fois en fin de saison, on a vu les Gunners mener au score et revenir, ou pas. Quand Gabriel Jesus est arrivé, et qu'on a vu ses premiers matchs, j'étais hyper convaincu. Je commençais presque à me dire que City avait peut-être fait une erreur. Et puis finalement, il s'est blessé et j'ai l'impression que c'est le joueur qui sera toute sa carrière. Un joueur blessé. Quand il est là, il est super bon pourtant. Du coup, je me dis que City a eu raison de s'en séparer quand il avait encore une valeur marchande. Et si Arsenal veut avoir des objectifs, ça passera par un grand avant-centre. Mais, et c'est un grand mais, ils sont pas les seuls à avoir ce besoin et le marché des grands avant-centres est en pénurie. Voilà, Chelsea en a besoin, Arsenal donc, United, Tottenham, Liverpool, le Real Madrid, le Milan. Et en plus, personne ne semble prêt à payer les sommes demandées pour Osimhen ou Dujan Vlahovic. Je serais ces clubs, je tenterais le coup. Je tenterais même le coup Julian Alvarez. Le gars a tout gagné à City en un an. Donc qu'est-ce qu'il peut vouloir de plus ? À mon avis, jouer, puisqu'il sera toujours derrière Haaland. Donc maintenant que les trophées ne sont plus une priorité pour lui, bah, il pourrait être tenté par un challenge où il serait au centre de l'attaque. Je sais pas, je dis ça comme ça, mais pour en revenir à Arsenal, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ont été ambitieux dans leur recrutement. Avec les arrivées de Declan Rice, je crois qu'il y a Havertz et Timber, dont je disais à chaque vidéo qu'il fallait le recruter. Malheureusement, il s'est blessé pour une longue durée, bon bah voilà, pas de bol. Et si Rice fera du bien, j'ai toujours pas compris quel était le meilleur poste de Havertz. En tout cas pas avant-centre, c'est sûr. Mais je fais confiance à Arteta parce que s'il l'a pris, c'est qu'il a une idée de ce qu'il veut en faire. Après, j'aime bien le reste de l'effectif, mais je pense qu'il leur manque un avant-centre. Du côté du Real Madrid, il y a un mois, je vous aurais dit que c'est la même chose qu'Arsenal. Il leur manque un avant-centre, mais blessure oblige, mon discours va un peu changer. Bon, déjà, c'est clair qu'il leur manque un avant-centre et que la séduction avec Mbappé n'a pas l'air de prendre. Ou alors... En tout cas, elle n'a pas pris comme avec Figo. Peut-être parce que Mbappé n'a pas de problème de rémunération ou de considération de la part du PSG. C'est le boss, c'est le joueur le mieux payé des 5 grands championnats. Donc comme l'attrait pour Mbappé est avant tout sentimental pour le Real Madrid, je suppose que Pérez joue cette carte. J'en sais rien, je suppose. Parce que dans l'absolu, Mbappé a tout à y gagner à rester au PSG. D'abord parce que gagner une Ligue des Champions avec le PSG n'a rien à voir avec gagner une C1 au Real Madrid. Je suis d'accord pour dire qu'une C1 est une C1, où qu'elle soit. Mais en France, on n'en gagne tellement pas que bah forcément ça marquerait beaucoup plus les esprits qu'au Real Madrid. Et Mbappé a dit plein de fois qu'il voulait marquer l'histoire. Donc résultat, le Real semble l'attendre, mais reste coincé avec le seul Joselu. Alors j'ai rien contre lui, mais je pense que ce sera trop maigre pour jouer sur tous les tableaux. Rodrigo en avant-centre, j'y crois moyen. Même dire j'y crois pas trop. En vrai, c'est un joueur qui a plein de qualités, mais qui en a pas une qui nous saute aux yeux. Est-ce que c'est un ailier, un avant-centre, un second attaquant ? En attendant de résoudre
Ce problème, le Real a multiplié les buteurs différents, et si Bellingham s'est mis en valeur dans le secteur, il tiendra pas une moyenne de 1 but par match toute l'année. En tout cas, il comble en attendant. Pour l'instant, il n'y a pas une grosse influence dans le jeu d'ailleurs hein, de Bellingham en attaque. Moi, j'ai pas l'impression qu'il alimente les deux Brésiliens fous en attaque ou qu'il a un gros impact. Alors, il faut lui laisser du temps. En tout cas, je suis pas dithyrambique sur lui. Comme je suis pas déçu non plus, il a besoin de temps. Quand je vois Modric ou Kroos sur le terrain, je vois tout de suite les patrons. Modric, dès qu'il a la balle, il peut tout arriver, il peut tout se passer quand il est là. C'est un régal. Et Kroos, techniquement, il a marqué un but refusé contre Almeria. Le niveau technique de cette frappe. Fais cet exercice à l'entraînement et tu vas voir le terrain rempli de pigeons en 10 minutes. Alors non seulement lui, la balle, elle s'envole pas, mais en plus, elle contourne le défenseur, elle finit poteau rentrant, le gardien, il peut jamais la voir. C'est un truc de fou. Ce gars, il est d'une précision abusée. Bon, sinon Courtois est blessé et jouera certainement les derniers matchs de la saison pour préparer l'Euro 2024, ou pas si c'est pas rabiboché avec le coach. Alors ok, ils ont fait venir Kepa, et le débat se porte sur la titularisation ou non de Kepa. Moi ce que je dis, tant que Lounine fait le travail, tu le maintiens dans les buts. Kepa, il n'est que prêté. Je connais pas les termes de leur accord, mais il semble pas que sa titularisation soit dans les conditions du prêt. Donc il va devoir se montrer patient. Militao blessé, pareil, les croisés il me semble. En plus du fait que Ferland Mendy est souvent blessé, franchement ça réduit les options en défense. Le petit Fran a été pas mal, mais voilà, il a besoin de temps, il a quelques ratés, notamment quelques passes faciles. Donc le Real, il leur faut un défenseur central et un avant-centre en 10 jours. Il y a la rumeur Ramos, mais j'y crois moyen. Et pour l'avant-centre, même chose que pour Arsenal. Hein. Je m'accrocherai pas au rêve Mbappé. Hein. Parce que s'il vient pas cet été, comment tu fais avec cet effectif cette année? Moi je crois que t'es limité, hein, et que si t'as une blessure, c'est même pas la peine de penser à gagner des titres. Hein. Même Arda Güler qui a été recruté, alors certes c'est pour l'avenir, hein, il est dans la même situation que Vinicius quand il est arrivé au Real Madrid. Hein. Même lui s'est blessé. Donc là, vraiment, le Real, je sais pas du tout dans quelle direction ils vont. Liverpool. Alors Liverpool, j'en ai parlé plusieurs fois sur la chaîne l'an dernier, franchement c'était le bazar. Et j'avais identifié 3 problèmes. Le premier, bon, alors je pense que tout le monde l'a vu, tout le monde le pointe du doigt depuis un moment, Alexander-Arnold. Le milieu de terrain et les choix en attaque. Alors pour les derniers matchs en sélection anglaise, Southgate a décidé de mettre Alexander-Arnold au milieu de terrain et il a été très bon. Maintenant je vois que Klopp a choisi de le laisser à droite. Bon, on va lui faire confiance, hein. Il a été maintenu l'an dernier. Je sais pas s'il survivra à 2 saisons comme celle de l'an dernier. Mais bon, s'il a décidé de le mettre là, c'est qu'il a une idée en tête. Au milieu, ils ont recruté McAllister. Je souhaite de faire le même passage que Gary McAllister, qui a laissé un très beau souvenir au club. Szoboszlai, dont j'ai déjà apprécié les premiers matchs. Et il y a Wataru Endo qui vient juste de signer. Je pense globalement que cette intersaison va dans le bon sens du côté de Liverpool, avec les milieux de terrain qu'ils ont recrutés. Maintenant, ils ont juste à arranger leurs problèmes d'attaque. Je pense pas vraiment qu'il faut dans l'absolu... Qu'il faille dans l'absolu qu'ils recrutent en attaque. Je pense juste qu'ils ont besoin de travailler les choix. Et s'ils arrivent à faire ça, ils devraient faire partie des premiers rôles, même avec Alexander-Arnold en latéral droit. Concernant City, Gvardiol est une superbe recrue. Kovacic, je suis pas vraiment convaincu de ce joueur depuis l'époque du Real Madrid. Mais il peut progresser avec Guardiola. On sait que Cancelo devrait quitter le navire. Pour où, difficile à dire, il serait parfait à Barcelone, j'en reparlerai après, mais ils ont des problèmes d'argent. Mahrez et Gundogan sont partis, et ce sont d'énormes pertes.
Si Gundogan peut être remplacé par Foden ou Kovacic, Mahrez n'a pas été remplacé. Et c'est un énorme problème. Un énorme problème. Là, en l'absence de Bernardo Silva, il n'y a aucun joueur qui percute sur les côtés. Hein. J'ai regardé la compo de la Super Coupe d'Europe. Quand j'ai vu les ailes, j'ai décidé que j'allais pas faire de live. Vous savez, toute l'année dernière, j'ai fait des lives. Mais là, c'est même pas la peine. Alors certes, le petit Cole Palmer, je savais pas trop ce que ça allait donner. Mais j'espérais plus de fougue. Là, rien du tout. Et Grealish, c'est encore pire. Les ailiers de City, ça va être compliqué si tu fais pas venir quelqu'un. Et Foden, à la place de De Bruyne, bah, il est encore approuvé. Donc je pense qu'ils ont besoin d'un ailier qui percute. Et là, j'ai une énorme interrogation. Qu'est-ce que fait Son à Tottenham? Qu'est-ce qu'il fait encore à performer dans un club moyen, comme l'a décrit Conte? City doit aller le chercher. J'ai vu qu'ils ont jeté leur dévolu sur Doku. Mais entre Doku et Son, mon choix il est fait. Et là, Grealish, il va devoir faire plus de différence s'il veut conserver sa place. Le mec, on dirait qu'il a qu'un seul dribble en stock. Gauche, tu sais, avec son pied droit. Gauche, gauche, droite, et passe. Voilà, c'est tout. Voilà ce que je peux dire sur City. Concernant le Barça, difficile pour le Barça d'améliorer leur équipe avec leurs problèmes financiers. Et en l'état, l'équipe est moins forte que l'an dernier. Elle est moins forte. Je considère que le départ de Dembélé et de Busquets ne sont pas remplacés. Romeu est bien sympa et on va lui laisser du temps, mais j'ai vu ce week-end que ce qu'il fait est vraiment très simple, pour pas dire simpliste. Busquets, t'avais un changement d'aile de temps en temps, une passe qui casse les lignes, une conservation qui permet de sortir du pressing. Là, Romeu se contente de jouer simple. Et si on n'avance pas, lui, il fera pas d'effort dans ce sens. C'est pas un mauvais joueur, attention, hein. Mais le jour où le Barça sera sous pression, j'ai hâte de voir ce qu'il a vraiment dans le ventre. Est-ce qu'il est temps de reprendre la piste Verratti? Si le coût du transfert et le salaire est jouable, pourquoi pas? Le Barça a également deux autres problèmes. Le premier, et je pense qu'ils recruteront personne pour combler le poste, c'est le latéral droit. Xavi a décidé d'alterner entre Araujo et Koundé, soit, mais dans ce cas, tu dois avoir plus de percussions devant. Moi, j'aurais pris Cancelo, tous les jours. Après, certes, t'as un problème, parce qu'après, t'as Christensen, Koundé, Araujo, pour 2 places dans l'axe. Je pense que c'est pour ça aussi qu'ils le font pas. Mais ouais, moi, j'aurais pris Cancelo. Alors, c'est vrai que ces deux latéraux, Koundé et Araujo, ne sont pas très offensifs. Mais c'est pas très grave, ça. Si on prend le grand Barça de Pep, Dani Alves était très offensif, comme Baldé, et Abidal très défensif, comme Araujo et Koundé. Donc c'est quelque chose qu'on a déjà vu par le passé, et ça me choque pas. Mais par contre, devant, tu dois avoir des joueurs plus percutants. En ayant des joueurs aussi peu percutants offensivement, ça va être compliqué. Alors, ok, il y a le petit Lamine Yamal. Mais on n'a aucune garantie. D'ailleurs, je vais faire une petite parenthèse sur lui. Pour l'instant, tout le monde s'enflamme sur lui. Certes, il est très fort, a raison. Mais retenez bien ceci. C'est vrai pour tous les joueurs. Pour l'instant, il est fort parce que personne ne le connaît. Personne ne le connaît. Il n'y a pas de vidéo, de data ou que sais-je sur lui. Donc il va passer, il va provoquer. Et quand l'info sera passée, il va y avoir des vidéos, des choses, des informations sur lui. C'est là qu'on verra le vrai joueur et s'il peut vraiment performer au plus haut niveau. Donc moi, pour l'instant, j'observe, d'accord. Ce week-end, il a été bon. Je dirais même que c'était le plus dangereux de l'équipe. D'ailleurs, à mon sens, il y avait pénalty sur lui. Mais voilà, c'est trop tôt pour dire s'il peut être un titulaire toute l'année. En tout cas, au Barça, il leur faut un ailier de toute urgence et le marché est de moins en moins pourvu de ce type de joueur. Voilà, j'ai vu les 2 matchs du Barça et vraiment, ça leur manque cruellement. Alors le match contre Getafe, c'était une purge, pas à cause de l'arbitrage comme j'ai pu le lire et l'entendre, mais à cause des joueurs. Ce sont eux sur le terrain les acteurs. Getafe a mis des coups pas possibles. Ils sont pas venus là pour jouer, ils ont mis des coups, c'est abusé. Et le deuxième fautif,
Là, d'accord, c'est l'arbitre. Le deuxième fautif, en ne sanctionnant pas, il a permis une escalade de la violence. Mais les premiers responsables, ce sont les joueurs, pas l'arbitre. Après, le match, franchement, il était pas fou, hein, parce que personne ne provoque balle au pied. Pareil ce week-end, hein, contre Cadiz, je crois. Ouais, c'était Cadiz. Franchement, je me suis ennuyé comme un rat mort. Et d'ailleurs, Cadiz aurait dû gagner avec les occasions franches qu'ils ont eues. Après, Ter Stegen a sauvé la maison, encore une fois. Le Barça, franchement, manque de spontanéité. Ok, ils ont pris les 3 points, mais Lewandowski, ils s'ennuient devant. Faut le servir un peu, et pas en troisième intention. Donc voilà, moi j'ai un milieu défensif et un ailier pour le Barça, et peut-être un latéral droit, mais bon, on oublie, Xavi le fera pas. Mais les finances seront le décideur de tout ça. À l'heure actuelle, c'est fou à dire, hein, mais à mon avis, hein, en regardant ce qu'on a là, le 23 août, à l'heure actuelle, ni le Real, ni le Barça n'a le potentiel pour gagner la Ligue des Champions, la dernière Ligue des Champions de cette année. Chelsea, alors c'est l'équipe que j'ai le moins vue l'an dernier, de tout le lot que je viens de traiter, mais j'ai envie d'évoquer ce sujet pour parler de choses qui sont importantes. Alors moi, Chelsea, l'an dernier, j'en attendais pas grand-chose. Voilà, j'attendais rien d'eux. C'est même pas l'équipe qui était en reconstruction, c'est le club. Tout ce qu'avait construit Roman Abramovich a été détruit par le nouveau propriétaire. Du coup, Chelsea était une page blanche, et elle l'est toujours. Beaucoup de gens se sont empressés de crier au scandale vu les sommes dépensées, mais certes l'argent te fait gagner du temps, mais à ce niveau de reconstruction, je parle aussi donc dans les bureaux, de la méthodologie, etc., ça va prendre quelques années. Donc l'an dernier, j'y croyais pas, et j'y crois toujours pas cette année. Peu importe l'argent investi, ils ont fait venir plein de joueurs, ils ont vendu énormément, ils ont encore fait venir des joueurs, mais à l'heure actuelle, le projet de Chelsea n'est pas clair. Et notre ami, c'est Bolly, je crois, Todd Bolly. Ah, je sais plus. Le nom du président, là, on dirait qu'il joue à FM. Franchement, on dirait qu'il joue à Football Manager. Et le pire, c'est que les joueurs pris n'ont pas énormément de capacité à déséquilibrer par leur qualité. Je pense donc que Chelsea n'est pas une équipe que je regarderais cette année. Et si j'avais un conseil à donner à un jeune joueur talentueux, c'est de ne surtout pas signer là-bas. C'est une équipe moyenne maintenant, hein. C'est une équipe qui se cherche. Pour finir avec cette vidéo, parlons un court instant du PSG. J'avais déjà fait une vidéo sur le mercato du PSG, mais ils ont énormément vendu. Depuis, ils ont fait venir Gonzalo Ramos, Dembélé. Bon, ils ont fait venir pas mal de joueurs, d'accord ? Ils ont vendu, ils cherchent à vendre aussi Verratti. Et le club a notamment vendu Neymar. Vu le montant récupéré, c'est inespéré au vu du déclin et du carnet de santé du gars. À une autre époque, ils auraient résilié son contrat, il serait parti libre. Probablement au Brésil. Mais le développement de l'Arabie Saoudite a profité à plein de clubs européens cet été. Alors, 2 choses concernant Neymar, parce que je vois tout et n'importe quoi qui est dit à son sujet. La première concerne Luis Enrique. Ouais, je comprends pas, c'est un coach qu'il a bien connu au Barça, j'étais sûr qu'il allait le relancer, que ça allait bien coller et tout. Ouais, parce que vous n'avez pas tous les détails. Si vous êtes abonné à la chaîne, je vous avais expliqué dès la nomination de Luis Enrique dans la vidéo qui va s'afficher en haut, que Neymar l'avait insulté de tous les noms une fois, parce qu'il arrêtait pas de le remplacer. Et Luis Enrique avait dit en conférence de presse qu'il n'avait pas entendu. Il avait très bien entendu. Neymar pouvait se permettre ça à l'époque. Mais Luis Enrique, il a pas oublié, hein. Donc moi, ça m'étonne pas du tout, hein. Ça m'étonne pas du tout, c'était pas l'entente exceptionnelle entre les deux, hein. Et ensuite, est-ce que Neymar est une légende du PSG ? Alors moi, ça me choque, ce que j'entends sur le sujet, mais en même temps, ça s'explique. Neymar, c'est une légende du PSG. Point. Une des plus grandes même. Mais ça, vous le comprendrez que dans quelques années, quand l'histoire et les blessures laisseront place aux highlights sur YouTube et aux faits. Il a emmené le PSG en finale de la Ligue des Champions.
Ça arrive pas 50 fois, ça, hein, surtout pour des clubs français. Il a gagné 5 fois le championnat, 3 Coupes de France, 2 Coupes de la Ligue et 4 trophées des champions, c'est-à-dire le vainqueur de la Coupe contre le vainqueur du championnat. En 173 matchs, il a marqué 118 buts et 170 passes. Ça veut dire que le gars a été décisif à tous les matchs en moyenne. Et on ose dire que Neymar n'est pas une légende du PSG. En fait, il faut quoi pour être une légende alors? Une légende du PSG. Si vous demandez à n'importe qui si Ronaldinho est une légende du PSG, il vous dira oui, hein. Même s'il n'a pas gagné de titre, il nous a fait rêver, il a marché sur la Ligue 1, etc. Et pourtant, Ronaldinho, il a triché, hein. Il a raté des matchs, il s'est rendu malade pour pas jouer et faire la fête avec des filles, il est venu alcooliser aux entraînements, etc. Les frasques, il en a eu comme Neymar. Donc en fait, quel est le problème? Il vient du fait que les deux joueurs n'ont pas été vendus de la même manière aux supporters. R10, en vrai, même s'il était demandé par toute l'Europe avant de venir au PSG, je me rappelle des clubs, il y avait Leeds, Manchester United, le Real, le Barça, c'était les 4 qui étaient les plus chauds. Il n'est pas à son prime quand il arrive au PSG. Et le PSG ne vise pas ouvertement la Ligue des Champions. Bien que l'équipe qu'avait le PSG à cette époque doit faire mieux que 16e de finale de Coupe de l'UEFA, faut pas déconner. Neymar, quand il arrive, il est vendu comme le joueur qui va amener Paris tout en haut, qui va prendre son ballon d'or, etc. C'est pas arrivé. Mais la vérité du terrain, c'est que quand Neymar était présent sur les pelouses, il était bon, même très bon. Quand tout ça, ça va retomber et qu'on va revoir les images de son passage, tout le monde va dire « Oh là là, encore une fois, on avait une star et on n'a pas su l'aimer. » Bon, est-ce que Neymar a tout fait pour être aimable aussi? Je suis pas sûr. Mais là n'est pas la question. En réalité, malgré l'énorme travail que Neymar a fait au PSG, ses blessures en fin de saison et les éliminations successives sont retombées sur lui. Parce qu'il était le symbole du club et de la politique du Qatar. Par conséquent, pour ces personnes qui ne pensent pas que c'est une légende du PSG, tout est contre lui. En attaque, il est pourtant celui qui courait le plus. Revoyez la finale de la Ligue des Champions en 2020 contre le Bayern. Il y a une séquence incroyable où il sprint pendant presque 40 secondes à faire le pressing tout seul. Contre City en demi-finale quand ils se font sortir là. Il en fait trop, certes, mais il donne tout. C'est au PSG qu'il est devenu le plus grand tireur de pénalty de tous les temps. Neymar sur le terrain a fait ce qu'il pouvait faire. Il a juste pas gagné la Ligue des Champions. Et aujourd'hui, si t'as pas gagné la Ligue des Champions, c'est comme si t'avais rien fait. Et la Ligue des Champions, ça a rendu fou les gens. CR7, il a pas gagné la Ligue des Champions avec la Juve, ça n'en reste pas moins une légende de la Juventus. Hein. Je me repasse encore sa tête contre la Sampdoria. Enfin, elle est incroyable, quoi. Alors oui, Neymar n'a pas fait ce qu'il fallait pour se maintenir en bonne santé. Et être là, parce que c'est une qualité d'être en bonne santé. Hein. Ce sont des décisions à prendre. Si tu te couches tard, tes réflexes sont impactés, t'es plus fragile, etc. Ça, c'est de sa faute. Et il y a le reste, le fait qu'il parle pas français, ses demandes de départ, de transfert, son penalty gate avec Cavani, légende du club, son opposition avec la prise de pouvoir de Mbappé, etc. Tout ça a fait que la relation a été tumultueuse entre lui, symbole du Qatar, et les supporters. Mais si on regarde objectivement les faits, les titres, et ce qu'il a fait sur le terrain, Neymar c'est une légende du PSG. Il en est une à cet égard. Il en est une par rapport à ce qu'il a fait. On parle pas de Martin Cardetti ou de Ogbéché, faut pas déconner quand même. Faut revenir à la mesure. Ensuite, pour finir avec le PSG, je plains Gonzalo Ramos. Hein. Franchement, il court dans le vide. Il me fait penser à Icardi, avec des appels meilleurs que ceux d'Icardi, parce que les appels d'Icardi, un jour, genre, je parlerai de ces appels ignobles. Donc Gonzalo Ramos, je lui souhaite bon courage. Les priorités des joueurs, quand ils ont la balle, c'est Dembélé et Mbappé. Gonzalo Ramos, c'est un bouche-trou, et quelqu'un qui doit faire des courses pour eux. C'est pas un trio, ça n'en sera pas un, mais j'espère que Luis Enrique trouvera une formule pour le mettre en avant, parce que ça sent la saison galère pour lui. Voilà ce que je pouvais dire pour le PSG, ainsi que pour ses équipes et ce mercato. Il peut se passer des choses d'ici une semaine. S'il y a des choses intéressantes à dire, on en parlera en vidéo. Genre quelqu'un qui va chercher Bernard... Non, pas Bernardo Silva, il a re-signé, lui. Donc pas lui, mais Son, Chiesa ou Dujan Vlahovic, on en parlera. Sinon, cette vidéo clôturera le mercato d'été 2023. Merci à vous, les abonnés, vous êtes les meilleurs. Et je vous dis à très bientôt. Si je devais vous faire un résumé de Demetrio Albertini, c'est que c'est un mix entre Busquets et Pirlo. Busquets parce que Albertini courait très peu, il était tout le temps près des arbitres, il dictait le tempo du jeu, il initiait des pressings et il orientait le jeu.
D'ailleurs, son surnom, c'était Il Métronome, le métronome. Pirlo, parce qu'Albertini voyait loin, il n'hésitait pas à jouer long, à faire des passes décisives, il tirait les coups francs, les corners et les pénaltys.